Pierre-Alexandre Anglade, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Moi, j'ai pas perdu ma feuille, donc je vais pouvoir poser mes questions. Magnifique. Vous êtes député des Français de l'étranger du Benelux, Oui. donc la Belgique, donc Bruxelles. Et hier, Emmanuel Macron était devant le Parlement européen, alors à Strasbourg. C'est vrai. Mais évidemment, ça concerne quand même beaucoup vos affaires. Il a prononcé un discours sobre, sans effet de manche. Ça a un peu surpris. On attendait un grand discours, c'est un moment solennel. Pourquoi ce choix de la sobriété ? Bon, c'était un grand discours sur le fond, mais c'était un moment institutionnel important puisque la France assure depuis le 1er janvier 2022 la présidence du Conseil de l'Union européenne et donc il fallait marquer la solennité du moment, le lancement de cette présidence qui n'intervient une fois que tous les 13 ou 14 ans, donc c'est assez rare dans la vie d'un exécutif européen et c'est une chance là aussi rare de pouvoir faire avancer l'Europe. Mais on se souvient de François Mitterrand en 95, ça avait pris des allures lyriques. Bon, c'est vrai qu'il quittait le pouvoir. Là, il y a eu l'impression qu'on voulait faire profil bas. Nous, la France, pas être arrogant. Non, je ne crois pas. Je crois que le président de la République, maintenant depuis 5 ans, a pris plusieurs initiatives européennes, dont la plus connue est le discours dit de la Sorbonne, qui a été prononcé au début du quinquennat, et puis régulièrement, il a prononcé de grands discours européens où il a donné sa vision de l'évolution du projet européen, et il l'a refait hier en allant très loin sur, par exemple, l'intégration de la protection de l'avortement, du climat dans la charte des droits fondamentaux, en allant aussi sur la Russie, sur l'Ukraine. Et donc, c'est symbolique, mais c'est peu efficient d'inscrire dans la charte des droits fondamentaux. Bon, c'est bien pour les principes, mais ça change pas la vie des gens. Vous savez, on est dans un moment où les valeurs, les principes fondamentaux qui sont le socle de notre Union européenne sont contestés. Y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Ils sont remis en cause. L'Europe est attaquée de l'intérieur par des pouvoirs nationalistes, par Viktor Orban en Hongrie, par M. Kaczynski en Pologne, attaqué aussi par des candidats à l'élection présidentielle, je pense à M. Zemmour, qui remet lui aussi en cause l'état de droit, par des candidats aussi du Parti des Républicains. Moi j'ai entendu hier M. Bellamy qui réagissait à l'intervention du président de la République en disant que l'IVG était secondaire. Nous sommes une union de valeurs qui repose sur les droits fondamentaux, sur la liberté académique, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, et tous ces principes sont aujourd'hui contestés en Europe. Et le président de la République a eu raison d'introduire son discours en rappelant tous ces principes. Le droit à l'avortement dans la charte fondamentale de l'Europe, très bien, mais en même temps, les députés du groupe Renaissance, les députés macronistes, ont quand même voté pour la présidente du Parlement, la nouvelle maltaise anti-avortement. Il y avait une position extrêmement floue de cette candidate sur les droits des femmes et sur le droit à l'avortement en particulier. Elle est contre chez elle, et puis elle est plus souple. Et donc avant, il a été demandé par notre délégation au Parlement européen, qui est menée par Stéphane Séjourné, qui est le président du groupe au Parlement européen, il lui a été demandé de clarifier et d'expliquer sa position. Et elle a pris un engagement très clair de soutenir le pacte Simone Veil, qui était un pacte que nous avions mis en avant dans la campagne des européennes, qui vise à renforcer les droits reproductifs et sexuels des femmes en Europe, et en particulier le droit à l'IVG. Et Madame Metsola a pris très clairement cet engagement. Et vous savez, Madame Metsola, elle est la présidente de l'institution. Et donc, elle sera tenue de porter les positions du Parlement européen. Et le Parlement européen, dans sa majorité, défend le droit des femmes et le droit à l'avortement, et c'est le cas de notre délégation. Vous évoquiez la Russie, le président veut une nouvelle base de dialogue sur le dossier ukrainien. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? On entend des bruits de bottes. Moi, je crois que ce dialogue est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, le président de la République, ça fait maintenant longtemps qu'il a réamorcé le dialogue avec Vladimir Poutine et la Russie. Parce que nous avons ce grand voisin à la frontière immédiate de l'Union européenne, qui a parfois des intérêts économiques, financiers, militaires, diplomatiques, qui sont en contradiction avec les intérêts de l'Europe. Et donc, nous devons absolument nourrir ce dialogue. Moi, je suis préoccupé par ce qui se passe en Ukraine, je suis préoccupé par la situation de Kiev. Comment ne pas l'être après ce qui s'est passé en Crimée, après ce qui s'est passé au Donbass, après ce qui s'est passé en Géorgie, et après ce qui s'est passé parfois au sein même de la Fédération de Russie. Et donc, les Européens doivent être vigilants, et le président a raison de vouloir construire cette coalition d'États européens qui parlera d'une seule voix face à la Russie. La France soutient l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Je ne sais pas si la France soutient l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'Ukraine a vocation à être indépendante. L'Ukraine n'a pas vocation à être le paillasson de la Russie de Vladimir Poutine. Et l'Ukraine n'a pas vocation à se faire grignoter petit à petit des pans entiers de son territoire. Et donc, c'est aux Ukrainiens de décider souverainement ce qu'ils seront et ce qu'ils deviendront dans les années à venir. Mais ce qui est très clair, c'est que l'Ukraine a vocation à rester un État indépendant et à ne pas être mis sous coupe par Moscou. Le président Macron a été attaqué sur le terrain de la politique nationale par
certains orateurs hier, Yannick Jadot, Jordan Bardella, Manon Aubry. C'était un peu inévitable, on était en campagne présidentielle. Je crois qu'hier, on a eu un grand président et de petites oppositions au Parlement européen, très clairement. Moi, j'ai été dans l'hémicycle du Parlement européen, j'ai accompagné le président de la République hier à Strasbourg. J'ai suivi les interventions des eurodéputés français de façon, j'étais absolument effaré. C'était proprement indigne. Vous savez, quand vous êtes eurodéputé français, que vous êtes dans l'hémicycle du Parlement européen de Strasbourg, devant toute l'Europe, et que vous attaquez le président de la République française, au fond, vous abaissez la France. Quand vous esquivez le débat européen, comme l'a fait hier Yannick Jadot, pour se servir de ce débat comme d'un marchepied pour l'élection présidentielle, vous sabotez le projet européen. Et donc moi j'ai trouvé ça extrêmement indigne et pas à la hauteur des enjeux de l'Europe, parce que l'heure est grave en Europe, il y a beaucoup de sujets importants, on vient de l'évoquer. Sur l'environnement, Yannick Jadot a européanisé quand même ses critiques en disant au président que vous êtes président de l'inaction climatique. Mais c'est faux. Et moi je vais vous prendre, il y a évidemment beaucoup d'exemples. Moi je vous rappelle une chose, quand le président de la République est arrivé au pouvoir, quelques semaines, quelques mois après, le président Trump, le président américain, a dénoncé l'accord de Paris. Le président de la République française s'est érigé pour défendre cet accord de Paris et a créé une coalition avec les États européens. Si l'accord de Paris a tenu, si une fois au pouvoir, M. Biden a pu y revenir, c'est parce que les Européens ont tenu l'accord de Paris. Si aujourd'hui l'Europe est le premier continent vert, la première puissance verte qui fixe dans son agenda de devenir neutre en carbone à l'horizon 2050, nous le devons très largement à la France qui a porté cette exigence dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ne laissons pas dire que ce quinquennat est celui de l'inaction en matière climatique. Je crois que cette majorité et ce président de la République a fait beaucoup plus que François Hollande et que les écologistes dans le quinquennat passé. Alors ce moment solennel est maintenant derrière le président de la République. Est-ce qu'il n'est pas temps pour lui de se déclarer rapidement candidat à un deuxième mandat ? Bon, d'abord, moi je souhaite qu'il soit candidat, c'est une évidence. Et ce calendrier, s'il souhaite l'être lui aussi, lui appartient. Vous savez, une campagne électorale, c'est quelque chose d'intime. Au fond, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vous disent il faut y aller à telle date, à tel moment, il y a une fenêtre d'opportunité, vas-y, c'est le bon moment. Au fond, il faut le sentir. Et nous sommes dans un moment où les défis français et européens sont nombreux. Il y avait ce grand discours au Parlement européen qui était important. Nous sommes dans une situation épidémique qui reste sérieuse. Mais qui s'améliore. Qui s'améliore, certes. Et ça, nous le devons évidemment aux efforts des uns et des autres, à la vaccination, il faut le rappeler encore et toujours. Oui. Mais nous sommes dans un moment important. Moi, je crois que si vous voulez prendre les bonnes décisions pour le pays, et des décisions devront être prises évidemment dans les semaines à venir, il faut que vous soyez pleinement à la tâche. Et donc, le président de la République, il se déclarera s'il doit se déclarer quand il le souhaite. Mais il y a aussi le contexte politique. On voit des tensions En Marche entre Horizon et Agir. La fusion n'a pas pu se faire. Édouard Philippe Boud. On a vu des polémiques sur les ministères comme celui de Jean-Michel Blanquer. Se déclarer candidat, c'est aussi remettre de l'ordre dans la majorité. Non, moi je crois que la majorité, elle est en ordre. Vous savez, on nous a beaucoup attaqué, moi je suis un député de la majorité, on nous a beaucoup attaqué depuis 5 ans en nous expliquant que nous étions au fond des godillots, que nous étions au pas. Moi je réfute très fermement cette affirmation, mais nous sommes la majorité qui a succédé à la majorité de François Hollande, à la majorité des frondeurs, qui a profondément marqué le pays par son incapacité à décider, à prendre des décisions. Et nous avons été capables pendant 5 ans de prendre des décisions fortes et parfois difficiles pour le pays. Nous n'avons jamais flanché dans la crise. Regardez le spectacle qu'ont donné les députés du Parti des Républicains la semaine dernière à l'Assemblée nationale, incapables d'avoir une position commune sur le pass vaccinal. Ce spectacle-là, ils l'ont donné pendant toute la crise sanitaire. Cette majorité, aussi des dissensions dans la majorité, des gens qui sont partis, ça s'est effrité. À droite, mais comme dans toute organisation politique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand il s'agissait de prendre des décisions difficiles pour le pays, des décisions qui étaient dures pendant la crise sanitaire, cette majorité n'a jamais fait défaut. Eh bien aujourd'hui, il peut y avoir ça et là des anicroches dans la majorité, ça existe dans toutes les organisations politiques, mais moi ce que je peux vous assurer, c'est que tout le monde est rassemblé pour le pays et derrière le président de la République. La prochaine décision à prendre, c'est peut-être de lever les contraintes sur les Français, puisque ça s'améliore au Royaume-Uni, on lève les contraintes, y compris le port du masque dans de nombreuses situations. Ouais, on comprend quand même que Boris Johnson n'a jamais imposé à lui-même beaucoup de contraintes et à son entourage, et il y avait une façon de gérer la crise au Royaume-Uni qui était radicalement différente de celle que nous avons connue en France et en Europe. Aujourd'hui, notre pays est un des pays d'Europe qui a le moins de contraintes. Prenez ce qui se passe aux Pays-Bas, au Benelux et dans d'autres États en Autriche, où il y a eu des confinements durs, extrêmement stricts au moment des fêtes de fin d'année. En France, nous n'avons pas connu ça. En France, les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, les lieux recevant du public, les théâtres, les stades, certes avec des jauges en ce moment parce que nous sommes dans un moment épidémique difficile, mais ces lieux restent ouverts. La vie continue à se faire. Il y a des pays qui, aujourd'hui, en Europe, sont en situation de couvre-feu, de confinement. Les Pays-Bas ont tout leur commerce qui ferme à 17h. Et ils étaient fermés totalement il y a encore de cela quelques jours. Et donc, nous avons pris les mesures les moins dures. Et bien évidemment, il faut être capable de donner des perspectives positives.
je suis certain que ça arrivera dans les jours qui viennent. Le protocole sanitaire a créé la colère à l'école. Les enseignants sont encore en grève aujourd'hui. Beaucoup de candidats proposent des revalorisations fortes. Il faudra que le président sortant, si les candidats revalorisent aussi les profs. Bon, déjà, il y a eu un effort qui a été conséquent, qui a été fait sur l'école, sur les salaires, sur les embauches depuis 5 ans. Ce qui est vrai, c'est que notre fonction publique, dans son ensemble, a été extrêmement mise à contribution pendant la crise. Si le pays a tenu pendant ces 2 années, c'est grâce évidemment à l'hôpital, c'est grâce aux enseignants, c'est grâce aux enseignants qui ont permis à la France d'avoir des écoles ouvertes. Et donc il faudra évidemment revaloriser, repenser comment est-ce qu'on rémunère les professeurs de notre pays qui sont, il faut le dire, pas toujours rémunérés à la juste valeur et à la juste hauteur de leur contribution à l'effort national. Valérie Pécresse propose aux salariés de transformer leur RTT en salaire, sans charge patronale. Bonne idée ? Valérie Pécresse, moi je me méfie toujours des idées de Valérie Pécresse parce que je l'ai écouté hier soir, avant-hier, sur une chaîne concurrente. Elle a distribué à peu près 100 milliards d'euros. Et elle vient ensuite nous faire des leçons de bonne tenue des comptes publics. Elle vous dit que vous cramez la caisse. Oui, elle nous dit qu'on crame la caisse. Alors moi je lui rappelle juste que c'était la ministre du budget au moment de la crise de 2010, sous Nicolas Sarkozy, la crise financière. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de cette crise ? C'était un mur de chômage, un mur de dette et un mur de faillite. On constatait que dans cette crise-là, les emplois ont été protégés, les entreprises également, et on a aujourd'hui la croissance parmi la plus forte d'Europe. Et donc sur les mesures qui sont proposées par Madame Pécresse, moi j'attends de voir comment est-ce que ça se met en œuvre concrètement, comment est-ce qu'elle le chiffre et comment est-ce que ça prendrait forme, parce que j'ai été très marqué par les approximations et l'absence de détails, de précision dans son projet qui est soumis aux Français, et c'était très criant chez un de vos confrères l'autre soir. C'est une femme candidate, il y en a d'autres. L'électorat féminin, ça sera peut-être une préoccupation pour le candidat Macron s'il y va. Les Françaises, oui, comme les Français. Chaque Française et chaque Français sont évidemment importants. On travaille pour tous les Français dans leur ensemble. Vous savez, cette majorité, c'était la première majorité à faire l'égalité quasi parfaite à l'Assemblée nationale. On est la première la parité. On est la première majorité à l'avoir fait. Ça fait des décennies, des années que les partis politiques se targuent de ça. Ça fait des années que certains payent des amendes pour ne pas avoir à le faire. Bien nous l'avons fait concrètement. Nous l'avons fait aussi au gouvernement. Et vous savez, moi je crois que les Françaises et les Français ils votent avant tout pour la compétence et la précision des candidats dans un temps de crise. Pierre-Alexandre Anglade, merci. Bonne journée. Merci à vous.